Merci d'être là. Alors, quelques mots d'introduction, de présentation, et puis après on file sur le sujet, parce que du coup, vous êtes aussi très nombreux, parce que le sujet, eh bien du coup, il est dans l'actu, comme on dit, et plus que dans l'actu, il est un peu dans ce qui va se passer dans nos jobs, dans nos vies, pour ce qui est un petit peu devant nous. Je m'appelle Fabrice Menlot, moi je suis le patron d'une société qui est basée à Lyon, alors j'allais dire en partie, puisque maintenant on a des équipes qui sont un petit peu partout, mais du coup globalement on est plutôt positionné à Lyon. Notre métier c'est le développement des organisations achats, hein, c'est là qu'on continue à travailler, comment on peut améliorer leur achat. Ça c'est la société Crop & Co. Et puis à l'intérieur de cette activité, on a développé il y a maintenant 7 ans, et on est super content que certains de nos clients, dont certains sont là aujourd'hui, nous aient donné cette bonne idée. On a développé un logiciel qui s'intéresse aux activités de l'acheteur, qui s'appelle Oclavio, et dont un certain nombre de clients également sont là cet après-midi. Voilà, donc Crop & Co, c'est plutôt la dimension conseil, accompagnement et formation, et Oclavio, c'est la partie logicielle des achats. Voilà, et puis j'ai également une petite casquette personnelle. Donc LinkedIn, ça veut dire que pour ceux avec qui je suis pas connecté, n'hésitez pas à faire des demandes de connexion. Pourquoi? Parce que tout simplement, je publie également beaucoup sur le réseau, donc ça permet de communiquer. Webinaire. Alors, webinaire, ça veut dire que du coup, on va présenter un certain nombre d'éléments, mais vous allez pouvoir interagir. Hein, c'est ça tout l'enjeu, et c'est un peu mon job dans ce qui va se passer, c'est d'aller voir les questions que vous êtes amenés à poser, et puis du coup, concrètement, on essaye d'y répondre. Allez, l'enjeu, c'est d'essayer de répondre à toutes vos questions, ou le plus possible si vraiment il y en a beaucoup. Alors, on va parler aujourd'hui d'IA, hein, donc comme tous, et aux achats, mais comme tous les autres, vous entendez beaucoup parler d'IA. Pour le petit clin d'œil, moi, pendant des années, je disais que l'IA, c'était l'intelligence de l'acheteur. Bon, du coup, on s'est fait hacker nos 2 lettres. Hein. L'IA, c'est aussi l'intelligence artificielle. Et puis, il est en train de se passer plein de choses sur ce terrain-là. Voilà. Et il nous semblait intéressant, au-delà de l'aspect un peu pédagogique ou informationnel. Hein, là, maintenant, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez commencé un peu à voir ce qu'on pouvait faire ou imaginer faire avec l'IA. Là, on a décidé de faire un webinaire qui est très concret. On va vraiment vous faire une démonstration, et notamment, on se dit, tiens, on va aller chercher une thématique dont on sait qu'elle est souvent une thématique un peu ennuyeuse, pour pas dire autrement, pour les acheteurs, cette thématique autour de la cartographie de dépenses, et qui pour autant un sujet bigrement important, parce que c'est souvent là que l'histoire démarre aux achats, hein, avant de commencer à se lancer dans des projets de stratégie, de développement, de gestion de fournisseurs. De quoi on parle, quels sont nos enjeux, quelles sont nos dépenses. Donc toutes ces données-là, elles sont dans un outil qu'on appelle l'ERP, mais elles n'ont pas été rangées comme nous on aimerait qu'elles soient rangées, ces données. Et donc du coup, on se dépatouille un peu avec tout ça. Et là, pour le coup, on a trouvé un terrain de jeu super intéressant avec l'IA. Alors, on va donc parler d'IA et notamment de cartes de dépenses, mais on a décidé en introduction d'ouvrir un peu, hein, tant qu'à faire. On va essayer un petit peu de vous présenter d'autres choses. Alors, je vais aller chercher Olivier, qui sera avec moi et qui va notamment intervenir sur cette partie-là. Donc, Olivier, je viens de cliquer sur « Inviter à rejoindre sur scène », puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, tu nous rejoins. Alors, bonjour à tous et merci Fabrice pour cette invitation. Non, c'est trop chouette. Il faut savoir qu'Olivier, on se connaît depuis quelques années. Ça, c'est notre petite pudeur pour dire que ça fait quand même drôlement longtemps, même si il est resté jeune. Et Olivier, il est maintenant basé, Olivier, au Canada, je crois, hein? Oui, donc je suis à Ottawa. J'ai vu effectivement qu'il y avait quelques Canadiens et Québécois. Moi, je suis à Ottawa depuis 7 ans maintenant et je navigue entre les un peu 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Super. Tu fais attention à l'empreinte carbone, hein, je t'ai déjà dit. Oui, effectivement. Navigue moins, pense à notre petite planète. Olivier était le patron d'une société qui s'appelle BME, Buy Me Easy. Peut-être quelques mots pour te présenter, puis après on démarre. Oui, volontiers. Donc moi, j'ai passé le début de ma carrière, une dizaine d'années, dans des groupes industriels à la direction des achats, où je pilotais en fait les achats mondes pour des boîtes comme General Electric, United Technologies et le groupe SEB, qui était ma dernière boîte en tant que salarié. En 2012, j'ai créé Buy Made Easy, qui a essentiellement 2 activités. Une activité de centrale d'achat pour centraliser tout ce qu'on appelle les achats de classe C, donc le tail spend,
et une solution source to pay qui s'appelle Sourcing Force, qui permet donc, comme son nom l'indique, de piloter tous les achats depuis la phase amont, annuaire, Contratech, etc., jusqu'à la partie approvisionnement, demande d'achat, commande. Et dans ce cadre-là, en fait, on aime bien s'amuser avec la technologie. Donc, il y a quelques années, on avait beaucoup joué avec la blockchain. Et depuis maintenant 1 an, on travaille sur l'IA. Et on s'amuse déjà beaucoup. On commence à l'intégrer sérieusement dans Sourcing Force. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer une démonstration qui potentiellement est accessible facilement à tout le monde, à tous les acheteurs. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ça coûte pas forcément très cher, sauf en temps humain pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et derrière, on va pouvoir s'amuser au-delà d'un simple chat GPT que vous utilisez peut-être déjà dans votre quotidien. Alors, c'est une bonne question. Donc voilà, hein, donc surtout, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Vous savez que si vous me suivez un peu, on n'a pas trop de langue de bois, hein, on dit un peu les choses. Là, l'idée, c'est dans le concret, dans le visible, et simplement le lien avec nous, au-delà du fait que on aime bien ce que fait Olivier et ses équipes, c'est que, donc vous le savez, comme je vous l'ai dit, on a nous une solution logicielle qui s'appelle OKVO, qui est une solution qui s'adresse aux acheteurs, notamment pour suivre toutes leurs activités achats. Et dans cette solution, on commence nous aussi à intégrer cette dimension de l'IA avec les équipes de développement. Et notamment, ce que vous allez voir avec Olivier, c'est des sujets sur lesquels on travaille et qu'on va commencer à intégrer dans la solution, parce que du coup, vous allez voir comment ça peut être mis en œuvre. Allez, 20% qui disent utiliser déjà une solution d'IA. Hein, on verra que, bien sûr, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a plein d'autres choses dont tu viens de parler. Ça veut dire qu'il y a 80% qui n'utilisent pas, ou en tous les cas pas beaucoup. Bon, c'est intéressant d'avoir ce marqueur parce que forcément, hein, et on va vite le voir, c'est des chiffres qui vont s'inverser dans les prochains mois et les prochaines années. Et pour tous ceux qui ont jamais rien touché sur l'IA, je vous encourage vraiment de commencer à aller jouer un petit peu, prendre un abonnement, poser des questions. Voilà, c'est juste pour commencer un peu à jouer avec ces environnements. Parce qu'ils vont devenir un peu au cœur de nos dispositifs. Olivier, je vais te laisser la parole. On a dit qu'on faisait quelques diapos pour poser le cadre, et puis après on filait sur la démo. C'est toujours bon pour toi? Oui, tout à fait. Allez, on y va. J'ai vu qu'il y avait une première question. Patrick, Nathalie, on prendra ces questions, promis. On va laisser simplement Olivier démarrer. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si c'est des questions, c'est dans l'onglet questions. Et le chat, je vous laisse entre vous. Parfait, ça marche bien, on le voit bien, c'est tout bon. Super. Eh bien, écoutez, alors d'abord, merci. Effectivement, je confirme avec Fabrice de l'engouement pour ces webinars. Plus de 300 personnes inscrites. On n'en aura peut-être pas autant qui seront en live aujourd'hui, mais je pense qu'il y en aura au moins autant, sinon plus, sur le replay qu'on mettra à disposition. Et puis, vous allez voir, aujourd'hui, on va aborder effectivement la partie cartographie achat. Mais je confirme vraiment ce que dit Fabrice. Vous pouvez utiliser l'IA gratuitement, en tout cas les chats IA gratuitement en ligne. Vous avez ChatGPT, bien entendu, mais vous en avez plein d'autres qui existent en ligne, qui sont gratuits. Vous avez Copilot, Gemini, etc., Mistral, Llama 3, j'en oublie plein, qui sont gratuits, qui sont quasiment aussi performants que ChatGPT et qui vous permettent vraiment de lui faire la main. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur comment on peut accélérer une cartographie achat avec de l'intelligence artificielle. Donc, je vais d'abord faire une petite intro pour rappeler ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne et quels sont les avantages pour les acheteurs. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet où je vous montrerai l'infrastructure que j'ai mise en place, comment je l'ai mis en place et potentiellement vous permettre de le faire chez vous si vous souhaitez mettre les mains dans le cambouis, ou sinon faire appel à Fabrice et moi pour vous accompagner dans la mise en place de ce type d'action IA dans votre quotidien, que ce soit la cartographie d'achat d'ailleurs ou autre. Hein, j'entendais parler de la matrice de Krajcik, on en parlera sans doute à la fin de ce webinaire. Alors, premièrement, juste pour clarifier, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai sans doute à la fin parce que malheureusement, je ne peux pas voir à la fois mon écran et les questions. L'IA dans les achats, la définition que j'en donne, c'est une définition personnelle, c'est que c'est la capacité des machines, donc des ordinateurs, des processeurs, des cartes graphiques, à effectuer des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence d'un acheteur. C'est-à-dire qu'il faut que ces machines arrivent à
comprendre quel est le métier d'un acheteur et comment on peut le mettre en œuvre au sein de son entreprise et dans son travail au quotidien. Donc, l'IA, potentiellement, va apprendre des achats de votre entreprise. Elle va donc évoluer comme vous évoluez dans votre poste. À chaque fois que vous apprenez quelque chose sur une information du marché ou sur une évolution dans votre société, et elle va s'adapter en transformant votre manière de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, elle va apprendre un peu comme un enfant, parce qu'aujourd'hui, on dit que l'IA a, entre guillemets, une capacité intellectuelle similaire à un enfant de 6 ou 7 ans. Pas plus, même si on a l'impression que ça fait beaucoup plus. En fait, en termes de données, elle n'a appris maximum, et je parle des IA les plus évoluées, un savoir qui équivaut à un enfant de 6 à 7 ans, et même on dit plutôt 4-5 ans. C'est-à-dire qu'elle c'est encore un petit enfant, quoi. Il va falloir des années encore pour elle devienne adolescente, adulte et mature. Par contre, vous, ça vous permet d'avoir un assistant qui peut vous accompagner dans énormément de tâches. Elle ne remplacera pas le métier de l'acheteur, à mon avis, avant un bon moment. Je ne veux pas me projeter sur des dizaines d'années, mais je suis convaincu que dans les 15 à 20 ans, l'IA remplacera pas l'acheteur. Par contre, elle va accélérer le travail de l'acheteur. Il faut bien comprendre que l'IA ne travaille que sur de la donnée. C'est-à-dire que si vous ne lui donnez pas de la donnée d'entrée qu'elle va pouvoir analyser, digérer et créer des programmes probabilistes, elle ne vous rendra qu'une moyenne de ce qu'elle a ingurgité jusqu'à présent. Et ce qu'elle a aujourd'hui, en gros, c'est tout le site, tout le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que quasiment toutes les IA évoluées proposent, c'est une connaissance probabiliste de tout ce qui existe sur Internet. Ils ont pris tout Internet, ils l'ont mis dans l'IA, ils lui ont fait faire plein de tests input, output, avec des centaines de personnes qui ont dit bah là, tu as bien répondu, là, tu n'as pas bien répondu. Et au fur et à mesure, elle a compris que quand on posait cette question-là, statistiquement, il valait mieux répondre cette réponse-là. Ce qui veut dire qu'on est encore loin d'une IA qui connaît le détail de votre société, donc des enjeux de votre société, des problèmes structurels, des problèmes de ressources humaines qu'il peut y avoir dans votre société, la connaissance des marchés en temps réel, toute la partie collaborative entre l'acheteur et le fournisseur. Tout ça, les IA les plus évoluées ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser en tant qu'excellent assistant, mais on est très loin de l'utiliser pour remplacer un acheteur, parce que l'acheteur aujourd'hui, en temps réel, son cerveau, il va capter tous ces signaux, y compris les signaux faibles, parce que peut-être que le patron va partir dans un mois, peut-être que le fournisseur il est en train de faire faillite, mais il l'a pas dit, mais on le sait parce qu'on a discuté avec lui. Ça, l'IA ne le sait pas. Et donc, elle ne vous donne une réponse finalement que sur des faits extrêmement tangibles, des données qui lui ont été transmises, alors que vous avez vos émotions, entre guillemets, qui vous permettent aussi de prendre des décisions parfois irrationnelles, ce que ne fait pas une IA aujourd'hui. Et attention, je ne dis pas qu'elle ne saura pas le faire dans les années à venir. Donc, elle ne remplace pas l'acheteur. Par contre, elle l'augmente. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'acheteurs augmentés, c'est-à-dire que ça va vous faire gagner en productivité énormément et ça va vous libérer l'esprit d'énormément de tâches administratives ou plein de choses à penser qui vous polluent l'esprit au quotidien. L'acheteur augmenté, on ne parle pas de salaire, hein. Ça c'est un autre webinaire. Ouais, mais je pense que c'est lié malgré tout. Je pense que les acheteurs augmentés à l'IA vont avoir les meilleurs salaires de... On est d'accord. Je pense que c'est la place qu'ils vont prendre. C'est pour ça que c'est un enjeu pour eux absolument majeur de commencer à pratiquer. Ouais. Alors, il existe plusieurs typologies d'IA aussi. On parle d'IA de manière générale, mais en fait, on mélange souvent l'IA dans plein de process, y compris des process ou des outils qui ne sont pas de l'IA en tant que tel. Donc, je vous donne quelques définitions rapides. L'intelligence artificielle, c'est tout algorithme présentant un comportement considéré comme intelligent. C'est-à-dire quelque chose qui va apporter plus qu'une simple addition ou soustraction comme on l'a sur un outil type Excel. Elle va utiliser des statistiques et vous ressortir quelque chose qui va donner une perception, je parle bien d'une perception d'intelligence. Alors qu'en fait, c'est pas une vraie intelligence, c'est juste qu'on l'a entraîné à répondre à des questions et on lui a dit quand tu réponds ça, c'est statistiquement juste. Et on lui a entraîné sur des milliards d'input, output, jusqu'à qu'on se dise, bah tiens, elle a l'air vachement intelligente parce qu'elle répond correctement à ma question. Mais on n'est pas encore sur de l'IA du type intelligence humaine. Les ordinateurs quantiques y arriveront sans doute dans les années à venir, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Ensuite, on a ce qu'on appelle le machine learning.
C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui détectent des modèles et les utilisent pour la prédiction et la prise de décision. Donc, c'est-à-dire que là, on va entraîner une machine en lui donnant plein d'informations. Et quand je dis plein d'informations, c'est pas des dizaines d'informations, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'informations où à chaque fois, on va lui dire, voilà l'information que je te donne, voilà la réponse que j'attends. Et en fait, ce qui s'est passé chez ChatGPT, pourquoi ils ont levé des milliards pour développer leur système d'intelligence? Parce que ce qui a coûté cher, au-delà des processeurs et de la partie hardware, c'est l'humain qui, manuellement, et ça a fait polémique parce que ça avait utilisé, je crois, des personnes au Nigeria de mémoire, mais je me trompe peut-être, je sais que c'était en Afrique, et il y avait des centaines de personnes qui avaient été embauchées justement pour entraîner cette partie machine learning, pour rentrer de la donnée, rentrer la réponse attendue et entraîner l'IA pour lui dire, bah voilà, maintenant que je t'ai donné les entrées et les sorties, je vais te reposer cette question-là. C'est toi qui, cette fois-ci, qui va me donner la réponse et moi, je vais te dire si ta réponse est correcte. Et ils ont fait ça pendant des mois et des mois sur des milliers et des milliers de questions-réponses jusqu'à avoir une satisfaction sur l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça demande encore aujourd'hui énormément d'intervention humaine pour qu'une IA soit à peu près fiable. Alors, on va revenir sur ce point-là, Olivier, c'est important parce que il y a aussi un petit peu dans l'imaginaire, l'IA, du coup, ça coûte pas cher, c'est rapide et du coup, voilà, et même dans les questions là, que certains nous posent, on commence à nous dire, du coup, ça coûte combien, etc. On va y revenir. Le message que j'entends là, c'est qu'aujourd'hui, quand on met en place ce type de système, le coût vraisemblablement le plus élevé, ça va être le coût humain de la mise en place, de l'installation, de la réflexion autour de système. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, effectivement, j'en reparlerai effectivement, Ouais. mais je pense que l'enjeu qu'on sous-estime aujourd'hui, c'est le coût humain de mise en place d'une intelligence artificielle. Ouais. Parce que ChatGPT nous a donné l'impression que c'était gratuit ou pas cher d'utiliser une IA, et c'est vrai que ça l'est pour une utilisation simple de l'IA. Par contre, si vous voulez aller plus loin avec l'IA et avoir une vraie IA, ne serait-ce qu'une IA privée avec vos propres données, tout de suite, il n'y a pas de phase intermédiaire, malheureusement. C'est-à-dire qu'on passe d'une IA à 20 € par mois à une IA qui va vous coûter 500 000, 1 million d'euros dès que vous êtes sur une IA privée. Et malheureusement, il y a très peu d'intermédiaires. On peut, hein, mais c'est souvent baqué, c'est un peu du rafistolage et ça, c'est pas fait pour durer dans le temps. Ok. On reviendrait un peu sur les coûts dans les prochains slides. Parfait. Un autre point, justement, on parlait de ChatGPT. ChatGPT a permis en fait de démocratiser l'intelligence artificielle grâce au traitement du langage naturel. Parce que moi, l'IA, ça fait des années que j'ai des projets en IA. Je me rappelle, j'ai commencé en 2018 avec une société québécoise d'ailleurs, qui m'avait fait justement un algorithme pour la cartographie achat qui marchait très bien, mais c'était entre guillemets une boîte noire, quoi. C'est-à-dire que il y avait plein d'algorithmes derrière. Je mettais mon fichier, j'appuyais sur un bouton et puis ça me sortait sans que je comprenne exactement comment ça fonctionnait, les catégories d'achat, les sous-catégories d'achat, etc. On était bien avant ChatGPT. C'est 2018, on faisait ça un peu dans notre coin, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros pour tester et ça marchait. Et l'avantage de ChatGPT, c'est que ça l'a démocratisé en créant un algorithme qui permet en fait d'interpréter vos questions posées naturellement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le testez, vous pouvez le mettre sur votre téléphone et discuter avec une IA. D'ailleurs, si on a le temps, d'ailleurs, on pourra s'amuser avec. Et ensuite, ça vous répond avec du langage humain et du langage écrit ou parlé. D'accord? On fera un petit test, vous verrez, c'est assez impressionnant. Je pense que ça aussi, ça va changer énormément de choses dans le quotidien. L'IA, entre guillemets, c'est le Robotic Process Automation, le RPA. Certains ont dû peut-être en entendre parler. C'est tout simplement l'automatisation des tâches. Et en fait, c'est la combinaison de l'automatisation, donc d'outils d'automatisation avec de l'IA qui permet aujourd'hui, notamment, de faire une cartographie achat, comme je vais vous le montrer dans quelques minutes. Des questions? Ouais, allez, on en prend 2-3 vite fait et on voit si tu réponds maintenant. Intelligence, ce n'est pas anglais au sens de renseignement qu'il faut y comprendre. Une question des briques que je salue au passage et que je félicite encore pour sa newsletter. Alors, Olivier, Donc, l'intelligence, effectivement, c'est pas du smart. C'est vraiment l'idée. Le mot est galvaudé, hein, qu'on soit clair. On parle d'intelligence artificielle. On est très loin d'une vraie intelligence. Aujourd'hui, c'est plutôt un algorithme qui permet de démocratiser finalement des probabilités. Donc, c'est des algorithmes qu'on a entraînés. Donc, c'est
c'est ni plus ni moins qu'un logiciel qu'on entraîne en lui disant, ben voilà, je te pose une question, je veux que tu répondes avec cette réponse-là. Et c'est moi qui vais mettre le curseur sur l'imagination que tu peux faire dans ta réponse. Ça me ferait une petite démo aussi si on a le temps. Mais ouais, alors du coup, je gère le temps, hein, parce que, question de Patrick, est-ce que vous considérez que les robots de collecte de data, du coup, sont des IA? Alors, on peut utiliser l'IA pour aider à collecter de la data, mais je pense que l'IA n'est pas utilisée pour collecter la data, elle est faite pour l'analyser, la retraiter. C'est-à-dire que vous allez utiliser des API ou du RPA typiquement pour aller collecter de la donnée. Et ensuite, cette donnée, vous allez l'envoyer dans une IA qui va la retraiter, la nettoyer et vous la ressortir sur le format que vous souhaitez. D'où l'importance, et tu vas insister là-dessus aussi, un message, de disposer de beaucoup de données. C'est-à-dire que l'IA amènera encore plus de pertinence si on traite beaucoup de données. Question de Arnaud. Alors celle-ci, elle est centrale parce qu'elle revient systématiquement, puisque tu parlais d'aller chercher des infos sur le web, etc. Comment garantir une confidentialité des données via l'IA? Ouais. Alors en fait, c'est très simple. Il faut bien imaginer, je répète ça et j'insiste, qu'on parle d'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'un logiciel. C'est un logiciel comme vous avez un Excel sur votre ordinateur ou un Outlook. D'accord? Je simplifie. C'est-à-dire que toutes les informations que vous donnez, comme sur Outlook, si votre Outlook il est sur votre ordinateur et qu'il n'y a que vous qui avez accès à votre ordinateur, personne n'aura accès à votre donnée. Si votre Outlook, ou vous travaillez avec Gmail, et vous recevez vos emails sur les serveurs de Google, la donnée, elle est chez Google. Donc, la question, c'est de savoir où est-ce que vous allez installer votre intelligence artificielle. Dans les intelligences artificielles, je reviendrai dessus dans quelques instants, mais vous avez soit des intelligences artificielles privées, comme OpenAI, donc, qui a développé ChatGPT, c'est-à-dire qu'ils collectent toute votre donnée, ils la mettent dans leur serveur à eux, et ils vous disent que c'est confidentiel. Et à vous de croire que c'est vrai ou pas. Vous avez l'autre option qui est l'option de Meta ou de Mistral en France, qui dit, nous, on vous développe des logiciels, je vais prendre le terme de logiciel, même si les puristes vont pas aimer, des logiciels d'IA que vous pouvez installer chez vous, sur vos serveurs. C'est-à-dire que comme c'est chez vous, sur vos serveurs, personne n'a accès à votre donnée. C'est vous qui l'entraînez, c'est vous qui lui donnez la donnée. On commence à le voir, il y a un certain nombre de grands groupes qui sont en train de mettre en place leur propre IA sur leur solution, on va dire, privée. C'est ça. Et moi, j'encourage ça pour la partie B2B, ou pour une partie, entre guillemets, du travail B2B, parce qu'effectivement, ça leur permet de maîtriser déjà l'outil, de fine-tuner l'outil, c'est-à-dire de l'adapter au process interne de l'entreprise, et bien entendu, de garder 100% de la confidentialité sur toutes les données. Parce que comme je vous l'ai dit, le gros problème de l'IA publique aujourd'hui, c'est que la seule information qu'elle a, c'est le web. Sauf qu'en réalité, le web, même si on a l'impression que c'est immense, pour une IA, c'est très petit. Vous savez que le web, de mémoire, ça tient sur 2 gigaoctets. Prenez un disque dur, vous pouvez voir tout le web du monde entier sur un disque dur de 2 gigas. Je parle que du texte, pas des images, des vidéos, etc. 2 gigas, c'est pas énorme. Donc, si vous voulez qu'il soit adapté à votre entreprise, il va falloir là lui faire apprendre des données internes, privées, confidentielles, etc. Pour qu'il soit adapté à votre métier directement. Mais là, on n'est plus sur les mêmes enjeux de coût. Donc, pareil, je veux pas trop anticiper dessus. Ouais. C'est pas le même point. Bon, là, c'est un slide rapide juste pour reposer le problème. Je pense que tout le monde vous êtes tous des professionnels des achats. Vous avez le source to pay qui englobe donc la phase très amont, donc la stratégie achat, le besoin, le sourcing, l'appel d'offres, la négo, les contrats et le pilotage. Et la phase aval qui correspond à la partie approvisionnement, où il y a la gestion des catalogues, les demandes d'achat, les commandes, la réception et la facturation. Dans chacune de ces phases, on peut imaginer mettre de l'IA aujourd'hui pour accélérer le travail ou pour automatiser certains processus. Aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur la première brique qui est la stratégie et notamment la cartographie achat. Mais je vous laisserai imaginer ensuite sur chacune de ces étapes achat, le potentiel que vous avez pour sourcer des fournisseurs, gérer les réponses des fournisseurs automatiquement par une IA, améliorer votre force de négociation, vérifier des contrats, etc., etc. Et ça, c'est des points que Ocaveo et Sourcing Force, on est en plein dedans pour l'intégrer dans chacun de nos processus, parfois de manière totalement transparente. C'est-à-dire que nous, dans Sourcing Force, on a certains modules où on intègre l'IA sans que l'utilisateur en soit conscient.
mais ça permet à nous d'offrir une expérience utilisateur qui est sans commune mesure avec ce qui existait auparavant. Allez, super. On continue à avancer du coup. Oui, alors rapidement, les avantages de l'IA, je vais le faire rapidement parce que je pense que j'en ai déjà parlé, mais l'automatisation des tâches manuelles répétitives. Donc ça, c'est le RPA qu'on entend déjà depuis quelques années, mais l'IA permet d'intégrer l'automation et de nettoyer cette donnée. Vous avez l'analyse avancée des données, ce qu'on va faire aujourd'hui, la détection proactive de la fraude et des erreurs, par exemple des doubles facturations, des TVA non récupérés, des fournisseurs qui vous ont livré une quantité mais qui ne correspond pas à ce qu'il y a dans le bon de commande, etc., qui peut être automatisé. La meilleure sélection des fournisseurs et gestion des contrats, la gestion de grands volumes de données, ça c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, faire une cartographie achat, entre guillemets, tous les acheteurs savent le faire. Par contre, ça prend énormément de temps, surtout si on veut être sur une catégorisation fine de niveau 2, 3 et 4. Et c'est là que l'enjeu de l'automation et de l'IA va aider l'acheteur à être beaucoup plus fin dans ses stratégies. Et dernier point, c'est l'apprentissage permanent des processus achats. C'est qu'une IA n'est pas figée, elle évolue et elle apprend des données que vous lui envoyez. Alors bien entendu, pour lui faire apprendre, il faut que vous ayez une infrastructure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire apprendre de manière très partielle avec des IA privées comme OpenAI. Mais par contre, si vous intégrez une IA privée avec votre propre infrastructure, là, vous êtes quasiment sans limite dans l'apprentissage. Alors, je vais être complètement transparent sur l'infrastructure et les coûts de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une preuve de concept. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place et j'ai fait exprès de le faire à coût minimum pour vous montrer que vous pouvez jouer avec sans dépenser énormément d'argent. Tu as bien fait parce que du coup, on a surtout une population d'acheteurs, donc les deux mots coût minimum, ils connaissent. Ouais, ils connaissent bien. Ouais, vous allez pouvoir négocier ça avec votre patron pour tenir du budget. Premier point, vous avez donc alors, dans le cas que je vais vous montrer moi, ça sera OpenAI, puisqu'ils ont une IA qui est facile d'utilisation, on le branche en quelques secondes, et vous payez à la consommation. Donc là, on n'est pas sur ChatGPT à 20 € par mois, on paye à l'usage. Et vous avez plusieurs API disponibles, avec des prix différents. Celle que je vais utiliser coûte de mémoire 0,005 € par appel. D'accord? Donc, ça fait 0,5 centimes par appel. Et après, vous pouvez encore optimiser ça pour que ça coûte moins cher. Le problème, c'est que vous devez voir combien d'appels vous faites. En général, on peut l'optimiser, mais en général, on fait un appel par ligne analysée. Donc, vous voyez, ça peut faire 0,5 fois le nombre de lignes que vous avez analysées. Donc, si vous avez 10 000, 100 000, 200 000 lignes, tout de suite, vous êtes sur des budgets un peu plus conséquents. C'est jamais délirant, mais c'est plus conséquent. Sachant que vous avez des alternatives open source, comme Llama 3 ou Mistral. Moi, j'utilise ces deux-là essentiellement, puisque c'est, à mon sens, les plus évolués et les plus compétitifs par rapport à OpenAI. Et surtout, ils sont open source et gratuits. Donc, ça permet de les utiliser, y compris sur un ordinateur comme un MacBook ou comme un PC. Ça sera assez lent sur ce type d'ordinateur, mais ça peut fonctionner si vous ne prenez pas les versions les plus évoluées. Et là, je mets un bémol, c'est que si vous voulez une infra interne d'IA, il faut prendre en compte qu'il faut fonctionner sur ce qu'on appelle des cartes graphiques spécialisées dans les IA, et ces cartes graphiques coûtent entre 20 000 € l'unité à 100 000 € l'unité. Et il vous en faut minimum 5 pour faire tourner une IA privée. Et en plus, derrière, vous devez rajouter toute l'infrastructure, les serveurs, les racks, la location, etc. Donc, une IA privée peut vous coûter très cher si vous voulez faire de l'entraînement et aller beaucoup plus loin sur votre IA. Donc ça, voilà, j'insiste parce que je trouve qu'OpenAI est super, mais elle biaise la perception des coûts d'une IA souvent. Et c'est vrai que si vous voulez avoir votre propre infrastructure, honnêtement, si vous n'avez pas minimum 500 000 €, vous n'aurez pas une vraie infrastructure IA privée. J'entends privée, personnelle, complètement silotée chez vous. Ensuite, moi, j'utilise un outil de Robotic Process Automation qui s'appelle N8N. Et là, pour le coup, qui est 100% gratuit. Alors, vous avez une version en ligne qui est payante, en abonnement, puis vous pouvez utiliser la version communautaire que vous utilisez sur votre serveur. Et vous voyez, moi, j'utilise un serveur Ionos. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est un
un prestataire en fait qui fournit des serveurs en ligne. Ça me coûte, en vrai, ça me coûte 2 euros par mois parce qu'il y a des promos les 6 premiers mois. Et après, c'est 4 euros par mois hors taxe pour installer N8N et le faire tourner. Et moi, ça tourne nickel. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un serveur plus gros. C'est un serveur mutualisé. C'est même pas un serveur dédié. Et ça vous permet, vous voyez, d'avoir une infrastructure pour 4 euros. Et ensuite, pour le rendu, c'est-à-dire pour la partie graphique, donc visualisation graphique de votre cartographie achat, j'utilise Google Looker Studio, qui est également gratuit. Et il vous suffit en fait de plugger Google Looker Studio avec la base de données que vous avez optimisée pour avoir une représentation graphique. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'en gros ici, la démo que je vais vous faire aujourd'hui me coûte 4 euros par mois et la consommation de l'API, c'est-à-dire, ça va me coûter, la démo que je vais vous faire aujourd'hui de A à Z va me coûter moins de 10 euros. D'accord. Alors, et moi, je pose une question. Du coup, est-ce que il faut être déjà expert dans l'utilisation des solutions informatiques? Bon, là, tu parlais, toi, si jamais on doit aller vraiment plus loin, bien évidemment, si on doit installer les serveurs, etc., ça, c'est votre équipe ESI qui va s'occuper de tout ça. Mais dans ce que tu vas nous montrer après, là, on parle du budget, c'est très bien, et merci de la transparence. Quid de l'expertise en termes de connaissances informatiques? Exactement. Et vous voyez, ça, c'est le point que j'ai mis ici. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Parce qu'effectivement, les outils aujourd'hui sont disponibles, sont relativement peu chers si on veut pas avoir une usine à gaz. Par contre, il vous faut de vrais experts pour mener à bien toute cette architecture. Et c'est là que ça coûte cher, parce que les experts en IA, si vous voulez augmenter votre salaire, devenez expert en IA. Vous n'aurez pas un salaire en dessous de 150 000 euros par an. Impossible de trouver ça, ou alors le gars, il est pas bon. Donc, déjà, ressources humaines. Le temps de mettre en place, ne serait-ce que ce que moi j'ai mis en place, qui vous allez voir, est relativement simple, il faut un bon mois pour tout maîtriser. Au-delà du fait qu'il faut apprendre ce que c'est que l'IA, etc. Juste la configuration, les tests, etc. Et ensuite, il faut un peu d'entretien. Et comme je vous le disais, il faut faire apprendre l'IA. C'est-à-dire que vous allez avoir une première version, ça va être bien, ça va vous suffire, mais ensuite, il faut encore l'alimenter pour qu'elle apprenne, en fait, de l'historique, des erreurs qu'elle a fait, etc. Donc, ça nécessite du temps et ça nécessite du budget en ressources humaines. Et c'est là, en fait, que soit vous allez pouvoir le faire vous-même si vous êtes un passionné, et vous le faites sur votre temps. Donc, regardez déjà votre salaire. Vous verrez que si vous passez un mois, ça veut dire que vous allez griller déjà plusieurs milliers d'euros pour votre société de votre salaire à vous, en dehors de toute autre aide externe. Et si vous faites appel à des experts, le budget va commencer à exploser. Et si vous voulez une IA robuste, moi, pour l'avoir fait ou accompagner des sociétés là-dessus, je vous disais honnêtement, si on n'est pas sur des budgets de 500 000 euros minimum, tout confondu, y compris les coûts internes, etc., vous n'allez pas avoir une IA privée performante. Par contre, si vous voulez vous amuser dessus et commencer à travailler ou faire ou si vous n'avez pas peur d'utiliser une IA privée type OpenAI, je pense que avec un peu de formation et votre temps à vous, si on inclut votre temps, avec 20 000 euros, vous commencez à faire quelque chose de sympa. Voilà un peu les tranches de budget. C'est bon qu'on ait ça un peu en tête. Alors bien sûr, tout le travail après des éditeurs, ça va être d'intégrer un certain nombre d'éléments, parce qu'il y a des choses, on verra, qui peuvent être plus ou moins génériques, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins, on va dire, spécifiques. Mais donc du coup, bien sûr, tous les éditeurs là, qui commencent à vous parler d'IA, etc., il y a des choses qui commencent à être un petit peu intégrées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, sur une carto des achats, une carto de dépenses, Olivier? Comment ça se fait? Alors, on va regarder dans le détail et je vous donnerai à la fin de ce webinaire tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez reproduire ce que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai fait volontairement assez simple pour que vous puissiez l'appliquer chez vous. Et ensuite, si vous vous sentez capable d'aller plus loin, vous allez voir, vous allez pouvoir travailler sur cette base-là pour aller encore plus loin dans l'automatisation et dans la cartographie achat. Donc, ce qu'on va faire en premier ensemble, c'est qu'on va faire une classification automatique de ces dépenses. Donc, on va prendre vos données brutes extraites de votre ERP, SAP ou autre. On va les classifier par catégorie d'achat. On va enrichir ces données avec des données du marché, fournisseurs internes, externes. Et on va se créer une prévisualisation, c'est ce que vous avez ici, pour le transformer en connaissance et vous créer une pré-stratégie. Je
parle bien de pré-stratégie parce qu'à nouveau, l'IA ne connaît pas, on a eu la matrice de Krajcik. La matrice de Krajcik est très importante, mais elle est importante parce qu'elle intègre des données internes à l'entreprise et externes sur le marché à l'instant T. Ce que n'a pas l'IA. L'IA n'a pas l'information sur vos informations internes et n'a pas les informations instantanées du marché. Il les données par contre, hein, mais elle ne les a pas par défaut. Donc, tout l'intérêt, c'est de créer une pré-stratégie, charge à l'acheteur ensuite de la transformer en stratégie achat. Je change d'écran. Rapidement ici, vous voyez, vous avez OpenAI, je vous montre juste les tarifs. Vous voyez, c'est $5 par million de tokens. D'accord? Donc, vous voyez, je vous dis, hein, moi, ce que je vais vous montrer là, ça va coûter entre 1 et 2 $. Toute la démo que je vais vous montrer, pour vous donner un ordre d'idée. Peut-être même beaucoup moins. Mais ça dépend en fait le nombre de lignes que vous avez à analyser. Et vous avez plusieurs versions. La dernière version est GPT-4o. Et vous avez les anciennes versions GPT-4 Turbo, GPT-4, GPT 3.5 Turbo, etc. Qui sont encore disponibles et qui coûtent plus ou moins cher. Hein. Les anciennes versions, pour information, coûtent plus cher que la dernière version. D'accord? Donc, vaut mieux prendre la dernière version. Ici, on est sur Ionos. Vous voyez les serveurs. J'ai essayé le serveur à 1 €, trop limité. Ça marche pas. J'ai pris le serveur à 2 €, donc il passe à 4 €. Nickel. Je l'utilise depuis presque un an. Aucun problème sur ce serveur à 4 € par mois. Ici, vous êtes sur le site de n8n.io. Donc, vous allez sur le community et vous pouvez exporter en fait la version communautaire pour l'installer sur votre serveur. Donc, le serveur, c'est le serveur Ionos qui est ici. Si vous ne savez pas l'installer vous-même, vous allez sur Fiverr. Ça va vous coûter moins de 30 € à faire bosser un gars qui vous l'installe. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vais grossir un petit peu pour que vous voyez, mais ici, j'ai mon extraction ERP. Donc, alors, quand on parle d'extraction ERP, qu'est-ce que tu as été chercher dans l'ERP du coup? Alors, à minima, ce que vous devez collecter dans l'ERP, c'est le nom du fournisseur, idéalement la ligne d'article, ce qui va permettre de donner de l'information à l'IA sur le bien qui a été acheté. Et bien entendu, si vous voulez avoir un reporting derrière, il va vous falloir le montant acheté. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le fichier des commandes à l'article? Oui, il faut descendre à ce niveau-là de détail. Okay. Oui, alors ça, c'est un point très important, Fabrice, c'est que si vous voulez que votre cartographie achat fonctionne avec une IA, il faut que vous ayez suffisamment de données à lui transmettre. C'est-à-dire que si vous avez que le nom du fournisseur et la dépense, l'IA va se baser que sur le nom de fournisseur pour imaginer la catégorie, sous-catégorie, segment, sous-segment. Autant vous dire que c'est quasiment impossible. Vous voyez, regardez ici, j'ai mon nom de mes fournisseurs, j'ai Québec Inc. ici, j'ai Attache DF, Boulon LPG. Alors, Boulon LPG, il va peut-être pouvoir imaginer quelque chose, mais ça va être compliqué pour lui de connaître tous ses fournisseurs. Il en connaît un paquet, mais vous avez des fournisseurs qui vendent plein de choses différentes. Donc, au mieux, il va c'est important ce que tu dis, parce que souvent, par rapport à la masse de travail que ça demande, du coup, souvent ce qui se passe, et d'ailleurs c'est souvent aussi ce que font certains consultants, hein, et nous, ça nous est arrivé de le faire comme ça, on va chercher ce qu'on appelle le grand livre fournisseur, où là on va récupérer le nom du fournisseur, quelque part son chiffre d'affaires, et après on fait le travail, nous, sur la typologie d'activité du fournisseur. Alors là, ce que tu nous dis, c'est que si on sait descendre plus bas dans la nature de l'info, c'est l'IA qui va aller chercher, et s'il voit que tel fournisseur qui connaît pas forcément, mais il y a des, je sais pas moi, du plaque au plâtre, etc., à un moment donné, il va pouvoir recréer la famille d'achat. Hein. C'est ça l'idée. Exactement. On le voit très bien si vous regardez ces lignes-là. Est-ce que c'est assez gros ou vous voulez que je grossisse un peu? Ouais, tu peux grossir un peu quand même. Ouais. Pense aux personnes expérimentées. Vous voyez, donc là, par exemple, on a un fournisseur, Côte-Nord Sanitation. On lui a acheté des balais brosses, des essuie-mains, du Polyten clair, du savon à main. Là, typiquement, l'IA, si on lui donne que le nom du fournisseur, il va pouvoir trouver une catégorie d'achat qui va peut-être être fourniture de bureau, par exemple, ou MRO, selon un peu l'industrie. Par contre, il va pas pouvoir classifier avec finesse si c'est un balai, de l'essuie-main, etc. Donc, au niveau 4. Si vous lui donnez toutes ces informations-là, avec le détail de l'article, l'IA va pouvoir vous classifier
dans le détail jusqu'à 3 à 4 niveaux de catégorisation, l'achat que vous faites exactement. Et ça, c'est très important pour l'acheteur puisque quand vous êtes acheteur, vous devez cibler le bon marché fournisseur. Et pour cibler le bon marché fournisseur, il faut que vous soyez au niveau du sous-segment ou au moins du segment achat. Donc, ce qui vous permet de cibler correctement les fournisseurs à inviter à votre appel d'offres. Si vous êtes trop générique, vous allez des fournisseurs. Allez, du coup, on va essayer de les prendre un peu au fur et à mesure, Olivier, les questions. Je t'embête, mais parce que je pense que ça va être compliqué. J'essaie de les regrouper. Une question de Nathalie. Est-ce qu'une balance comptable peut servir de données avec ce que tu viens de dire? On va être un peu court. Ouais, c'est un peu court parce que, vous voyez, regardez ici, ça c'est une balance comptable. Vous voyez, on est sur la balance AG ici. Vous avez ici, les comptables, eux, ils vont classer un aéroglissière à fabriquer en matière première. D'accord? Ici, ils vont mettre dans le goujon soudé. Ici, matière première aussi, etc. Vous voyez, c'est très vague. Ici, c'est de la sous-traitance. Oui, parce qu'une fois encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qui nous intéresse en tant qu'acheteur, c'est une cartographie de dépenses. On va venir s'intéresser aux besoins sur les marchés fournisseurs, là où le comptable, il n'est pas du tout dans cette même dynamique. Ouais. Lui, une famille prestation, ça lui va bien. Un comptable, un acheteur prestation, on n'en fait rien. C'est bien ça le sujet. C'est ça. Le point de vue comptable n'est pas le même que le point de vue acheteur. Le point de vue comptable, il est là pour faire rentrer des grandes masses de dépenses dans des classes comptables qui vont permettre en fait de classifier s'il reporte fidèlement les dépenses qu'il apporte. Mais ces classes comptables ne sont pas des segments de marché achat. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des fournisseurs complètement différents dans une même classe comptable. Alors que l'acheteur, lui, son but ultime d'une catégorisation achat, c'est d'avoir la finesse au marché fournisseur prêt, de savoir combien il a dépensé sur ce marché fournisseur et quel fournisseur est capable de répondre à ce petit segment de marché. Et c'est là toute l'importance d'une cartographie achat. Autre question de Simon Lia. Ne peut-il pas aller chercher l'information de l'activité principale du fournisseur en ligne, dans le cas où les informations disponibles ne sont que le nom du fournisseur et le montant? On peut imaginer ça. Il peut exactement. Mais alors, dans quelle catégorie on met Google? C'est ça. Et Delkia, vous le mettez où? Parce que du coup, voilà, ces sujets-là, on les connaît. Il y a énormément de fournisseurs qui sont multi-activités. Alors, bien entendu, si vous cherchez à catégoriser sur le niveau 1, vous allez mettre Google dans prestataire informatique. Mais prestataire informatique, c'est pas un segment de marché achat. Parce que Google, ils font des téléphones, donc du hardware, ils font des serveurs web, ils font de la recherche web, ils font Gmail, ils font des logiciels de bureautique avec Google Sheet, etc. Ils font plein de choses que je connais même pas tellement ils sont gros. Et ce qui veut dire que quand vous allez chercher un fournisseur, par exemple sur du serveur, vous ne pouvez pas mélanger Google avec n'importe quel prestataire qui serait dans la famille IT. Vous devez trouver tous les fournisseurs qui sont que serveur web. Ça prend vraiment pour se dire, première info, ce qui sort de votre ERP, ça doit être le plus fin possible. Et aujourd'hui, pourquoi nous on essaie de sortir moins de l'ERP? Parce qu'après, on se tape le nettoyage de données à la mano, comme on dit. Là, du coup, on est dans une démarche différente. On va nourrir une intelligence artificielle et elle, plus elle va avoir de données, plus on a de chance qu'on ait de la pertinence. C'est ça qu'il faut intégrer. Ouais. Donc ça, c'est les données qui sortent de l'ERP. Voilà, là, on est sur les données qui sortent de l'ERP. Il y en a beaucoup plus, même, je vous montrerai, mais là, j'ai essayé que ça rentre à peu près sur une page pour pas vous faire une rallonge, entre guillemets, de données. Mais plus vous avez d'informations, vous voyez, moi, j'ai rajouté ici, pour vous donner un ordre d'idée, la ville, le pays du fournisseur. Plus vous mettez de données, plus vous aidez l'IA. Et en plus, au-delà de l'IA, plus vous allez avoir une cartographie achat qui sera complète. Et vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec les délais de paiement, etc. Et créer une stratégie qui vous aide finalement à piloter votre activité. Ok, allez, on arrête un peu de fichier, il y a beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, ce qu'on va faire ici, vous voyez, je suis sur le logiciel N8N que j'ai mis sur mon serveur Ionos. Je vais créer ici, vous voyez, il est hyper simple. Ici, ça s'appelle des nodes, c'est ces carrés que vous avez ici. Dans ce node, je vais juste lui dire, tiens, tu vas aller chercher mon Google Sheet. Alors là, je mets un Google Sheet, ça peut être un fichier CSV, vous pouvez le brancher directement avec votre ERP si besoin. Si je clique ici, je reviens sur le Google Sheet dans lequel j'étais. Et on va remplir ici cette colonne. Vous voyez, colonne catégorie. On va dire à l'IA, voilà, avec ces données-là, tu vas me remplir en automatique toutes ces catégories.
Donc ça, c'est important. Quand on parle de cartographie de dépenses, c'est l'IA qui va nous suggérer la segmentation. Hein, on vient pas en disant, voilà ma nomenclature pour les organisations publiques, voilà ma segmentation, et dis-moi où c'est telle dépense. Là, on fait même pas ce travail-là. C'est l'IA qui va proposer une segmentation à partir de la réalité des dépenses. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous avez généralement votre propre segmentation achat, ce qu'on appelle la taxonomie. Et je vous montre ici, attends, je vous montre celui-ci rapidement, juste pour montrer qu'ici, je vais lui demander de me traiter 2 lignes à la fois, juste pour que ça aille plus vite visuellement. Hein. Je peux le faire par 100 lignes à la fois si j'ai besoin, mais si je le fais par 100 lignes, ça va prendre un peu plus de temps à mouiner. Et ici, c'est là que je vais mettre ce qu'on appelle le prompt. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression. Le prompt, en fait, c'est ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle. Et les instructions, hein. C'est les instructions. Et ce qui est super avec l'IA, c'est que c'est pas du code. Vous parlez naturellement. Vous voyez, pour cette description d'article, là, je lui mets juste la balise qui correspond à la cellule de mon Google Sheet. Donc ici, la cellule article, je mets un tiret, le nom du fournisseur. C'est-à-dire que lui, si je reviens ici, je vais lui envoyer en fait ces 2 cellules. Donc, je vais lui envoyer aéroglissière avec toutes les références, plus le nom du fournisseur. C'est la seule chose que je lui envoie. Je peux lui envoyer beaucoup plus. Hein. Si vous avez plus d'informations à lui donner, n'hésitez pas. Plus il a d'informations, plus il sera pertinent dans sa réponse. Et ensuite, je vais lui dire, voilà, veuillez le catégoriser dans l'une des catégories d'achat suivantes. Et c'est là que je vais lui proposer ma propre taxonomie achat. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous encourage à le faire parce que ça vous permet d'avoir une homogénéité. Si vous ne le faites pas, le problème qui peut se passer avec l'IA, c'est qu'un coup, il va vous le classer dans alimentation et boisson, et puis l'autre coup, il va l'appeler boisson et alimentation. Vous voyez? D'accord. Donc là, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on est d'accord. En tous les cas, on pourrait le faire comme ça. On pourrait l'utiliser en lui disant rien, mais généralement, vous avez quand même une première classification. Des fois, elle est plus ou moins terminée. Donc, du coup, on a d'un côté les données brutes qui sortent de l'ERP, et de l'autre côté, notre classification sur 1, 2 ou 3 niveaux. Et c'est ces 2 éléments que tu vas, c'est ça qui va nourrir le travail de l'IA. Hein. Exactement. Et ça permet comme ça de cadrer. Il faut bien imaginer que l'IA, c'est comme n'importe qui. En fait, moi, ce que je dis souvent aux personnes que je forme sur l'IA, c'est qu'il faut considérer l'IA comme un stagiaire sur lequel vous devez apprendre à travailler. Quand vous êtes sur un stagiaire, vous lui dites pas juste, vas-y, catégorise-moi les achats. Le stagiaire, il va rien comprendre. Il connaît même pas le terme. Par contre, si vous lui donnez une instruction claire qui va me catégoriser chaque ligne de dépenses sur ces familles d'achats-là que je te donne dans un fichier Excel pour nous permettre d'avoir une représentation graphique, déjà, il comprend un peu plus. Et d'ailleurs, regardez, là, je lui donne donc la liste de mes catégorisations achats, mais après, je lui explique ce que je veux. Comme à une personne humaine, en fait. Plus vous parlerez à une IA comme vous parleriez à votre collègue, et plus vous aurez des réponses qui seront correctes, humaines et fiables. Et il faut garder ça en tête. On n'est pas comme avant avec Google où on essayait de taper des mots-clés. On se disait, tiens, c'est ce mot-clé-là qui va sortir. Une IA fonctionne différemment. Une IA, c'est comme si vous parliez à un humain et vous lui posez des questions avec un langage d'humain complet, pas juste des mots-clés ajoutés l'un à l'autre. Ok, on parle vraiment de cette logique d'assistant virtuel, hein. C'est ça l'idée. Exactement, c'est ça. C'est un assistant virtuel et il faut le considérer comme un être humain. Vous voyez, je mets les étapes. Identifier la nature de l'article. Réfléchissez à l'utilisation principale de l'article dans le contexte d'une entreprise industrielle. J'ai mis 2 fois, je vais profiter pour corriger. Sélectionnez la catégorie la plus appropriée pour chaque article en fonction de sa nature, de son utilisation. Répond par le nom de la catégorie seulement. Vous voyez, je lui donne des instructions comme si je le donnais à un être humain et en lui donnant précisément ce que je veux. Il ne faut pas imaginer qu'une intelligence artificielle va être plus intelligente qu'un humain. Si vous ne lui donnez pas la bonne instruction, c'est comme un humain, vous aurez du mauvais résultat. Et le dernier node, je lui dis, une fois que tu as ta réponse, tu me le mets dans la colonne que je te demande. D'accord? Donc, je lui dis, voilà la réponse, tu me le mets ici dans ma colonne J. Allez, on y va. Je teste mon workflow. Donc, je clique sur ce bouton-là. Il récupère la donnée. Donc là, c'est-à-dire qu'il va aller dans mon Google Sheet. Il donne la donnée. Il l'envoie dans OpenAI et il fait une boucle 2 par 2. C'est-à-dire que si je vais ici, ça va être magique. Vous voyez, ça se remplit automatiquement. Alors, 2 par 2, ça peut prendre du temps si vous avez des milliers et des milliers de lignes. Et vous voyez, on va le faire tourner comme ça. Et il va nous faire toutes les lignes. On ne va pas attendre tout, parce que vous voyez ici, dans cette
cet exemple, j'ai plus de 1000 lignes, donc on va pas toutes les faire. Je l'ai fait avant notre réunion, mais ça vous permet de voir le fonctionnement. Vous voyez, c'est un peu, c'est assez rigolo, ça tourne et automatiquement. Et vous allez avoir petit à petit toutes les catégories qui se font. Ensuite, on aura la catégorie 2, la catégorie 3 et la catégorie 4. Oui, parce que là, ça vient vraiment illustrer que pour amener le plus possible de pertinence à ce que l'IA va vous suggérer, vous avez vraiment intérêt à aller chercher un maximum de données et d'informations, parce que l'IA va pouvoir recouper l'information, la croiser, etc. Une fois encore, si vous arrivez juste avec le nom d'un fournisseur, un chiffre, etc., du coup, on risque d'être un peu plus aléatoire dans ce que ça va nous suggérer. Exactement. Donc voilà, gardez en tête, ça c'est vraiment le point clé, c'est la donnée, c'est vraiment la pièce maîtresse. Une IA ne sert à rien si vous ne lui donnez pas de quoi manger, c'est-à-dire de la donnée à intégrer. Donc voilà, je vais arrêter du coup la recherche, parce que je l'ai fait juste avant, c'était pour vous montrer, vous voyez, il va tourner jusqu'à qu'il ait fait toutes les lignes. Et ensuite, sur toutes les lignes, ensuite il prendra la catégorie 2, la catégorie 3, etc. ici pour compléter toute ma cartographie achat. Hop, j'arrête celui-ci, je vais passer à l'étape suivante qui est maintenant que j'ai ma base de données complétée. Alors, j'ai une grosse base de données ici. Je peux même vous montrer une fois qu'elle est terminée la tête qu'elle a. Hop, je crois que je l'ai mise par là. Et donc, vous voyez, ça c'est la même base de données. Seulement, elle est plus conséquente parce que là, j'ai rempli toutes les données que je voulais avec des informations complémentaires, etc. Tous les montants. Vous voyez, ça c'est typiquement une extraction pure d'un ERP. D'accord? On a tout extrait. Et à partir de cette extraction-là, je vais pouvoir faire une cartographie visuelle de tout ce que je veux. Et on retrouve ici les délais de paiement, par exemple. Est-ce que c'est un fournisseur panel ou non panel? Des catégories 1, 2, etc. Donc, bon, je ne vais pas vous expliquer tout le détail, mais vous voyez, c'est assez costaud. C'est ma base de 1000 lignes, vous voyez, c'est la même base de données. Et mon objectif, c'est de transformer ces données brutes en informations. Et pour ça, je me fais donc une représentation graphique, visuelle, de toutes les données. Donc, toutes les données que vous voyez ici, j'utilise Looker Studio par Google. C'est la BI dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. D'accord. C'est de la BI, donc de la business intelligence. Donc là, ça vous prend de la donnée brute et ça vous la transforme en représentation visuelle. Et ici, vous voyez, j'ai mes filtres si je souhaite filtrer par date. J'ai mes différentes entités si j'ai plusieurs entités dans mon entreprise. Les régions, ce qui me permet de faire du filtre, si je veux que la région Amérique du Nord, que Europe, etc. Si je le veux au niveau des pays, si je le veux au niveau des fournisseurs, des catégories, donc des commodités, donc toutes les catégories achats de niveau 1 ou de niveau 2, et je peux faire niveau 3 et niveau 4. Tout ça est complètement personnalisable. Ici, donc, je retrouve ma dépense tout au long de l'année, avec les pics. Et là, je vois les dépenses donc, par région. Là, je vois visuellement les grands pays sur lesquels j'ai des dépenses. Puis, j'ai ici, par exemple, le spend qui est adressé par les achats ou pas. Je vois ici, par exemple, que j'ai 34% de ma dépense qui n'est pas pilotée par les achats encore. Par contre, j'avais quand même 65% qui est bien piloté sous contrat achat. J'ai ici donc ma répartition de mes fournisseurs en fonction de soit des fournisseurs panel, blacklistés ou potentiels. Donc, tout ça, c'est en fonction de la donnée que vous lui donnez. À nouveau, là, c'est plutôt les comptes comptables. Ici, bon, on peut aller assez loin. Alors, ce qu'on va faire, il y a beaucoup de questions. Je suis en train de te dire, on va essayer de pas trop dépasser, mais d'ores et déjà, on va devoir dépasser un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions et je voudrais en prendre plusieurs. Allez, Hervé, on commence. Hervé nous dit que lors d'une récente rencontre avec un directeur du laboratoire du CEA, celui-ci l'avait mis en garde sur la pertinence de l'IA, qu'il estime à peu près à 50%. C'est vrai que je crois que l'IA, on dit souvent qu'il a des hallucinations. Hein. C'est ça un peu le terme quand il vous suggère une mauvaise réponse. Donc du coup, 50% de bonnes réponses. Est-ce que toi, c'est quoi ton retour sur notamment ces travaux concrètement sur les cartos quand tu nourris comme si tu l'as fait là? Est-ce que tu as pu mesurer un niveau de pertinence? Alors, 50% d'hallucinations, c'est vrai, mais c'est vrai dans le sens où
quand on pose des questions extrêmement larges et vagues. Il faut imaginer que vous parlez à un enfant de 7 ans, au mieux, il a 7 ans, quand vous lui posez des questions, il ne répond pas toujours juste, l'enfant de 7 ans. Par contre, l'enfant de 7 ans, vous lui demandez qu'est-ce que c'est qu'un vélo, 99% du temps, on va vous dire ce que c'est un vélo. Donc, il faut juste lui poser les bonnes questions. Là, quand on est sur de la cartographie achat, si vous lui donnez les bonnes données d'entrée, à plus de 80-90%, il vous dira quelle est la bonne catégorie d'achat. Par contre, plus vous allez être fin, c'est-à-dire quand vous allez attaquer le niveau 3 et 4 de votre classification achat, là, il peut avoir un peu plus d'hallucination. Parce qu'il n'a que 7 ans, le bonhomme. Donc, le vélo, quand vous dites, est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est un type VTT ou VTC, peut-être qu'il va vous dire que non, en fait, c'est un tricycle. Voyez, ok. Bon, une fois encore, la clé, c'est un maximum de données et de faire tourner un peu cette IA. On va prendre d'autres questions. Looker Studio, en français, pas en français? je crois que c'est en français aussi. C'est en français. Bon, Béatrice, faudra tester. Hélène, est-ce qu'on peut lui demander de proposer un arbitrage sur une ligne qui pourrait générer un doute? C'est-à-dire, à un moment donné, il sait pas trop. Est-ce qu'il sait dire qu'il sait pas, ou quand il sait pas, il n'ose pas le dire et il nous propose quelque chose? Non. Là, ça, c'est dans le prompt qu'il faut le mettre. Vous voyez, ici, dans mon prompt, je lui mets à la fin, je lui dis, si tu sais pas, tu me catégorises pas. D'accord. Je mets quelque part, vous voyez ici, voilà. Si la description de l'article ne fournit pas suffisamment d'informations pour déterminer une catégorie d'achat appropriée, alors tu m'indiques non catégoriser. Ouais, c'est vraiment ce que tu disais. Là. Il faut en fin de compte écrire ou dicter, puisque du coup il y a aussi la dictée vocale, ce que vous voudriez qu'il fasse quoi. Et une fois encore, générer un peu itérer sur ce type de réponse. Et c'est vrai que souvent on entend dire que la qualité des réponses de l'IA, elle vient souvent de la qualité même de votre prompt, des instructions que vous donnez. Et vous savez, il y a un métier qui s'appelle prompt engineer, qui est un vrai métier aux États-Unis. C'est des gars qui sont payés entre 200 et 300 000 $ par an pour écrire des prompts comme ça. J'imagine un peu plus chiadé à ce prix-là, mais c'est leur métier. Ils font que ça. C'est le job. Question de Béatrice toujours. Peut-on passer directement de la base de données à Lookiero? Ouais, ça doit être ça, je pense. Ouais, oui, c'est ça le sujet. C'est bien. Alors là, ce que tu nous as montré, on l'a un petit peu décomposé. Vous l'avez vu, on voulait un petit peu vous montrer. Concrètement, une fois que tu as rédigé tes prompts, que tu les as entraînés, que tu as créé donc dans Looker Studio, tu l'as personnalisé pour pouvoir utiliser les données qui vont sortir de l'IA. Après, j'allais dire demain. Alors pour ce client-là, en tous les cas, puisque du coup on a vu qu'il y avait pas mal de choses un petit peu à personnaliser, ça veut dire que demain, le temps de traitement, une fois que j'arrive avec mes données brutes, quand est-ce que quand est-ce que je sors avec mes recommandations presque en tous les cas, cette visualisation là, c'est quoi? C'est quelques minutes, quelques heures, quelques secondes? Alors la visualisation, dans la mesure où généralement vous avez votre propre visualisation qui est privée, personnalisée d'une entreprise à l'autre, elle est complètement différente. Il y a un travail d'abord de mise en œuvre de cette structuration, parce que l'IA, si vous lui demandez de faire une visualisation graphique, elle peut le faire. Mais il y a une chance sur 10 que ce soit la visualisation graphique que vous attendez, vous, dans votre métier, dans votre industrie, votre sensibilité personnelle. Donc, en fait, la visualisation, c'est que ça reste à vous de la déterminer en disant, voilà, moi, je veux voir sur ce format de graphique-là mes catégories une. Là, je veux voir mes vendeurs par commodité. Là, je veux voir le plein adressé par catégorie. Ça, l'IA, elle ne peut pas imaginer ce que vous attendez en termes de visualisation graphique. Donc, soit vous prenez le template que je vous donne et que je vous enverrai le lien. Et là, vous reproduisez exactement le même. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez les mêmes données d'entrée. D'entrée, c'est ça. Ça en 2 minutes, quoi. Je branche votre base et c'est terminé. Soit vous devez créer effectivement. C'est tout le travail, en effet, qu'on va proposer. Mais il faut quand même y passer plusieurs jours, voire quelques semaines pour avoir. Question de Daniel qui nous dit ChatGPT 4 n'aurait pas réussi à faire cela. C'est une question. Parce que du coup, tu avais utilisé c'est le dernier que tu as utilisé là? Ah oui, j'ai mis Turbo ici. Je peux mettre ChatGPT haut. Avis très personnel, je trouve qu'il est moins bien que ChatGPT Turbo dans les. D'accord. Et je suis repassé, j'ai essayé le 4.0.
Je suis pas satisfait des retours, donc j'utilise. Il coûte 2 fois plus cher le turbo, mais je le trouve 2 fois plus pertinent. Ben, des fois, un petit message à tous les acheteurs qui nous écoutent, ce qui est un peu plus cher, c'est mieux des fois. C'est juste un petit message subliminal. Allez, question de Simon. L'IA que vous connaissez utiliser, peut-il aller récupérer le détail des informations achetées sur des factures PDF? Ça, c'est une bonne question. Il nous faut de la donnée brute ou il nous faut du PDF? Et si c'est du PDF, est-ce qu'on peut le faire? Alors, on n'a pas le temps, mais je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Sourcing Force et de regarder une des dernières vidéos où je vous fais une démo en temps réel de l'intégration d'un PDF avec une lecture par l'IA, et il lit le PDF et il vous transforme ce PDF en demande d'achat avec chaque ligne détaillée, avec la description, le fournisseur, le montant, la quantité. Donc oui, ça marche très bien. C'est pas du 100%, mais c'est beaucoup mieux que de le rentrer manuellement. Ok, question pour nos amis suisses. Dans le cas d'un pays comme la Suisse, où nous avons 4 langues dans notre ERP, est-ce que l'IA peut traduire les descriptifs articles et faire une proposition de catégorisation? Voilà, quand on est sur du multilangue. Alors, ce qui est magique avec l'IA, c'est que là, dans ma base de données, ici, je peux y mettre 50 langues différentes. Je peux y mettre du chinois, de l'arabe, du japonais. Il va comprendre. Il va immédiatement, je vais même pas lui demander d'interpréter. Il va me le classer correctement en détectant la langue automatiquement. Allez, on enchaîne les questions. Une fois encore, vous l'aurez compris, là, l'idée, c'était de faire un peu un zoom sur ce sujet-là. Que ce soit Olivier et moi, on reste à dispo. Après, je prends encore 2-3 questions et puis on va bientôt clôturer. Sébastien, dans le cadre d'un GHT, groupement hospitalier de territoire, organisation publique française, un même fournisseur peut avoir plusieurs noms selon les établissements. L'IA pourrait-il effectuer ce regroupement sous ce nom unique, fastidieux à traiter manuellement? Oui, je pense qu'il peut le faire, mais attention pour le coup aux hallucinations. Alors, ouais, moi j'allais dire, à mon avis, là, le sujet, Sébastien, c'est plutôt votre base fournisseur. C'est-à-dire qu'il ait plusieurs noms, ça peut arriver. Par contre, il a un seul code SIRET, voire sirène. Et à mon avis, c'est là qu'il faut l'identifier de manière unique. On connaît les histoires de ABC, AB.C, etc. Par contre, le SIRET, il n'y en a qu'un. Et ça, typiquement, les logiciels, notamment comme Ocaveo, ils vous permettent, grâce à l'open data, facilement et instantanément de s'assurer qu'on fait le tri de ces fournisseurs qui peuvent en effet avoir plusieurs noms, suivant comment ils ont été renseignés. Simon, toujours comment implémenter de l'IA dans sa société, par quel type de prestataire? Donc là, du coup, il y a des acteurs qui viennent proposer à partir de ses besoins. Ça doit exister. Faut en faire notre auto-promotion. Hein. Oui. Nous, on fait ce webinaire aussi pour vous montrer notre savoir-faire. Et clairement, ce qu'on attend indirectement de ce webinaire, c'est que vous fassiez appel à nous pour tous vos besoins liés à l'IA, notamment, d'autant plus si c'est lié aux achats, puisque nous, on a la double expertise d'être expert dans les achats et de devenir expert dans l'IA. Et on se fait accompagner, nous aussi, par d'autres experts IA qui sont encore plus professionnels que nous. Donc là, la première réponse que j'aurais à faire, c'est celle-ci. Ensuite, il y a sans doute plein d'autres cabinets de conseil IA qui existent en France. Ce qu'on commence à voir apparaître, c'est quand même des experts un peu par domaine de données. Pourquoi? Parce que du coup, on va connecter ce qu'il est possible de faire avec la bonne connaissance des métiers. Il y a des gens qui travaillent dans l'univers commercial, dans la fixation des prix, dans le droit. Du coup, c'est bien connaître les outils, mais quand on connaît bien le métier, etc. Alors, une question de Béatrice qui nous dit Ocaveo, un formidable logiciel. Non, ça c'est moi qui le rajoute. Ocaveo propose actuellement cette possibilité. Du coup, bientôt, Béatrice, c'est ce qu'on est en train de travailler. En effet, c'est pour ça qu'avec Olivier, on a travaillé. L'idée, c'est que demain, nos clients qui utilisent la solution Ocaveo, ou aujourd'hui, très clairement, si vous voulez faire une cartographie de dépenses dans Ocaveo, on va vous demander, donnez-nous vos données. Voilà, demain, on va vous dire où sont vos données brutes. Et à ce moment-là, on fera un petit peu tout ce que vous a montré Olivier, et vous n'aurez pas besoin au milieu d'aller faire ce travail de nettoyage, voire on ne le fera pas pour vous, ce qui est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va dire, en tous les cas, c'est notre objectif de pouvoir le proposer très bientôt. Quel apport des IA? Du coup, on vient de... Alors, par rapport à Ocaveo, ça c'est juste une question d'Adrien. Nous, on est là pour traiter toutes les activités de l'acheteur. Comment vous recensez vos besoins, vous travaillez vos dossiers d'achat, vous consultez vos fournisseurs, vous suivez la relation avec vos fournisseurs, vous gérez vos dates de fin de contrat, vous préparez vos négos, vous faites des matrices de Kranjik. Tout ça, c'est dans Ocaveo. Par contre, nous, on se nourrit de la donnée que vous nous apportez. Là, ce qui va changer demain, c'est que cette donnée que vous apportez, on va aller la chercher de manière brute
potentiellement autour de l'ERP. Et nous, on va brancher ce qui va faire que cette donnée brute, elle va être intelligible et utilisable dans KVO. Alors aujourd'hui, au KVO, une fois encore, on va vous restituer ce que vous saisissez. Demain, on va vous suggérer des choses à partir des données qu'on aura mises en forme. C'est l'évolution. Le nom de la chaîne YouTube, Olivier? Sourcing Force. Vous tapez sur YouTube Sourcing Force et vous devriez trouver une chaîne gratuite, pour l'instant. Une chaîne gratuite dédiée aux achats. Allez, Sébastien, n'a-t-il pas un danger que vos données soient monétisées par les éditeurs d'IA comme Facebook, possédant votre profil intéressant pour vos concurrents? Eh bien, la réponse, elle est très claire. C'est comme pour tout logiciel, c'est soit vous utilisez un logiciel privé dont les données sont mises à disposition de l'éditeur et il en fait ce qu'il veut, soit vous prenez vos données, vous les mettez que chez vous, sur vos propres serveurs avec de l'open source, et vos données sont que chez vous. Donc, Meta, on parlait de Meta, donc de Facebook. Facebook et Meta sont un des seuls à proposer un outil IA complètement open source. Donc, ils ne récupèrent rien en termes de données, zéro. Tout est hébergé sur votre ordinateur, enfin sur vos serveurs. Et ils n'y ont pas accès, ce sont vos serveurs, le logiciel IA est sur votre serveur, etc. Ce qui n'est pas le cas avec OpenAI. D'ailleurs, ça fait polémique parce qu'OpenAI avait levé des fonds à une époque en disant qu'ils allaient faire une IA open source, etc. Et l'année dernière, ils ont dit, bon, maintenant, elle est plus open source. Donc, il y a Elon Musk notamment qui porte plainte contre eux en disant, mais moi, j'ai mis des dizaines de millions dedans parce que ça devait être open source, ça ne l'est plus. Vous n'avez pas respecté votre vision. Allez, question de Latifa. Comment l'IA peut-elle définir une pré-stratégie? Est-ce que vous l'avez orienté dans le choix? Latifa, je propose d'échanger avec Olivier hors du webinaire parce que du coup, on va pas y revenir. Le budget, Gérald, budget de combien pour souscrire au logiciel? Deux choses. Si vous parlez là de KVO, il faut compter 1500 à 2000 euros par acheteur pour une équipe achat. Et après, nous, on l'est à disposition de toute l'entreprise. Ce que vous a montré Olivier, il y a deux éléments. Il y a l'élément, on va dire, technique, les abonnements aux différentes solutions, hébergement, etc. Là, on a vu que c'était pas une somme d'argent qui était très importante. Après, il faut rajouter à ces éléments-là le temps que les équipes vont mettre en place pour comprendre ce que vous voulez, pour rédiger ces demandes, pour préparer, etc., pour préparer la data visualisation. Et là, j'allais dire, Olivier, on a déjà fait l'exercice ensemble, on est plutôt sur des budgets qui sont d'environ 10 à 20 000 euros. Si on doit un peu brancher de tout ça pour que du coup ça puisse être utilisé de manière générique. Voilà. Et ce qui va se passer, nous, tout le travail qu'on va faire avec Olivier et nos équipes en développement, c'est de se dire comment ce travail-là, on va pouvoir le faire peut-être pas qu'une fois, mais en tous les cas, programmer un certain nombre de choses pour que ça soit disponible sur abonnement dans le logiciel. C'est tout ça l'enjeu de ces travaux qui sont en train d'être réalisés. Nathalie, matrice de Krajcik, du coup, on en a parlé, oui, OKVO permet de réaliser des matrices de Krajcik. J'ai répondu à toutes les questions. Pour certaines, un peu rapidement. Et pardon, c'est juste parce que je vois que certains enchaînent avec d'autres réunions. Bon, comme l'a dit Olivier, vous allez trouver que ce soit chez lui et chez nous un certain nombre de ressources disponibles. N'hésitez pas à poser des questions. Je le dis, vu que vous avez maintenant nos coordonnées, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire, avec Olivier, on va travailler avec des premiers clients qui sont intéressés sur ces solutions. Donc, soit des clients sur Thinkforce, soit des clients KVO et des clients qui vont utiliser ces technologies. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse revenir vers vous et vers voir comment, dans une phase un peu exploratoire, on pourrait trouver des projets à partager. C'est la même chose pour des sujets de formation. On est en train de s'interroger à diffuser de manière large une formation sur ces approches-là. Bon, là, on avait centré sur la carte de dépenses parce qu'on s'est dit, ça, on sait que c'est un vrai caillou dans la godasse des acheteurs, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec l'IA. Le conseil que moi je vous donne, c'est vraiment jouer avec, aller sur ChatGPT, prenez un abonnement à 20 $, posez des questions, voyez un petit peu commencer à appréhender ce que ça va pouvoir changer, parce qu'en effet, clairement, votre métier d'acheteur va changer. N'ayons pas peur, mais par contre, appréhendons-le assez rapidement avant que d'autres l'appréhendent pour vous. Voilà, donc mettez-vous sur le sujet. Olivier, quelques mots pour la conclusion?
Parfait. Non, merci déjà pour tout ce que tu as indiqué. Je pense que c'est très clair. Effectivement, nous, côté Sourcing Force, c'est un peu la même logique, hein. C'est qu'on intègre les outils parfois, je vous dis, de manière naturelle et dans chacun de nos modules. Après, il y a des approches spécifiques client par client. Ce que je vous invite à faire, c'est prenez mon email ici, odino@sourcing-force.com. Rajoutez-moi sur votre réseau LinkedIn si vous avez un profil LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous contacter, Fabrice et moi, pour toutes vos questions. On est ouvert, on est des passionnés, comme vous le savez. Donc, on n'est pas là pour vous vendre des tickets à l'heure ou autre. On est là pour échanger sur la fonction achat et vous accompagner là-dessus. Donc, voilà, moi, le mot de la fin, c'est vraiment testez-le, même gratuitement. Il y a des IA, je vous dis, gratuites. Hein, donc, testez-le, utilisez au quotidien. Il y a plein de choses à faire. Hein, vous voyez, je vous montrais ici, moi, quand je source des produits comme ça, je mets l'image dans le chat GPT. Il me donne tous les fournisseurs pour mon sourcing en 2 secondes. Il peut rédiger vos emails, il peut rédiger vos appels d'offres. Bien entendu, il faut repasser derrière. Mais imaginez le gain de temps que vous avez sur une utilisation relativement basique d'une IA. Petit message pour terminer à l'attention de Ramesh, mon client favori de l'après-midi. Non, Ramesh, c'est pas compris dans l'encadrement au Cavero. C'est bien tenté. Je vous reconnais bien là. Bon, allez, passez à tous une bonne après-midi. On a passé un chouette moment. On rediffuse le replay. Et puis avec Olivier, on reviendra peut-être sur d'autres thèmes. On parlera peut-être de stratégie d'achat, vous voyez, de dire comment l'IA va nous aider à de manière plus pertinente, plus rapidement, créer des stratégies. Donc vous aider à réfléchir à vos stratégies d'achat. Ce sera peut-être un prochain sujet. Grand merci Olivier. Écoute, bonne journée, puisque du coup tu démarres ta journée. Voilà, nous on va la poursuivre et puis on se dit à très bientôt. Ouais, super. Merci à vous tous d'avoir participé. Et merci à tous. On a passé un bon moment. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Ciao.